Quand on se sent anxieux ou anxieuse à cause du dérèglement climatique, on nous conseille en général deux choses. La première, c'est de passer à l'action et d'agir pour se sentir acteur et non plus spectateur de ce qui se déroule. Et la deuxième, c'est de se mettre en lien avec d'autres personnes, d'échanger pour se sentir moins seul et avancer. C'est face à ce constat qu'Énergique, qui soutient ce podcast, intègre dans son challenge environnemental plusieurs outils qui permettent de créer et renforcer les liens humains. Par exemple à travers la création d'une communauté où on peut échanger, ou par la réalisation de missions collectives. Et ça marche aussi pour embarquer largement, car quand des collègues agissent et s'engagent, par mimétisme social, on va faire la même chose. Pour plus d'informations sur comment le challenge d'Énergique peut créer du lien en interne autour des sujets environnementaux, rendez-vous sur energique.io. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Personnellement, l'éco-anxiété, c'est un mal dont je souffre assez peu. À part des phases de perte d'espoir de temps en temps, on va dire. Pourtant, je vois bien la réaction des participants à l'issue d'une fresque du climat, par exemple. C'est lourd, on a l'impression qu'on va tous mourir et que l'humain est débile. Et j'ai conscience que de nombreuses personnes ressentent une angoisse quand elles pensent au dérèglement climatique. Et ça se comprend. L'éco-anxiété, ça vient questionner le sens de la vie qu'on mène et des choix qu'on fait, qu'ils soient personnels ou professionnels. Parce qu'au travail aussi, ça peut venir nous secouer. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte sur le podcast. Charlotte, elle est chef de projet chez Énergique et elle m'a confié qu'une des premières choses qu'elle a dit lors de son entretien d'embauche, c'est « je suis éco-anxieuse ». Pourtant, elle en a passé des étapes dans sa confrontation personnelle avec le changement climatique. Elle a aussi changé de travail, de poste, plusieurs fois, pour contrer l'angoisse. Mais le mieux, c'est de lui laisser la parole pour vous raconter. Bonjour Charlotte et merci d'être au micro d'Écolo au boulot pour parler de ce sujet. Bonjour Cassandre, merci de me laisser la parole sur ce sujet. Avec grand plaisir. Alors ça fait plusieurs années, toi, que tu ressens de l'éco-anxiété. Est-ce que tu te souviens de quand est-ce que ça a débuté et de quelle forme ça prenait ? Alors à vrai dire, je pense que quand je repense à mon éco-anxiété, puisqu'on peut vraiment l'appeler comme ça, il y a eu deux vagues. La première, elle est apparue tout doucement, insidieusement, il y a une dizaine d'années, avec les premières lectures, les premières réalisations. Et ça s'est traduit par vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui très facilement la dissonance cognitive, le sentiment Ouais. de plus comprendre exactement où se trouve le réel entre le quotidien, le banal, les amis, et puis ce qu'on comprend de l'état du monde, et ce côté j'arrive pas à réconcilier les deux. Et puis il y a eu la claque. Il y a eu, chez moi, ça a été la lecture en 2018 d'un livre de Cyril Dion qui s'appelle «Le petit manuel de résistance contemporaine». Je me souviens, je l'ai vu en librairie et je trouvais que le titre était plutôt joyeux, donc je me suis dit que ça allait m'aider à réconcilier le sujet, et en fait pas du tout. Le premier chapitre, c'était «Vous pensez que c'est grave, vous allez voir, c'est pire», et en effet, le livre je pense m'a vraiment mis dedans bien comme il faut, et c'est là que j'ai vraiment basculé dans l'éco-anxiété avec voilà, un sentiment de gravité, de poids sur les épaules, de responsabilité, de lourdeur un peu dans le quotidien. Ouais. Ouais, c'est un livre que j'ai lu aussi. En effet, il parle aussi de comment résister, qui est, on en parlera, une manière de faire pour sortir un petit peu de cette lourdeur, ou en tout cas de se dire qu'on se laisse pas faire. Mmh mh. Et toi, est-ce que tu le ressentais sur tous les pans de ta vie ou sur certains plus que d'autres ? En fait, avant la lecture, j'ai commencé à tout commencer à revoir. Donc, la mobilité, l'alimentation, la gestion des déchets. Donc, j'étais assez fière de moi en me disant que j'arrivais à avoir ces petits gestes, et cette reprise en main finalement de mon comportement de consommatrice et de citoyenne. Puis la lecture du livre et puis les lectures qui ont suivi m'ont montré que le sujet était beaucoup plus systémique, et que donc il fallait revoir notre comportement de fond en comble finalement. Et
Et oui, donc c'est ça en fait, je pense que c'est ça le côté éco-anxieux, c'est finalement le fait que les petits gestes, c'est bien, mais ça suffit pas et qu'en fait il faut revoir la copie et attaquer le sujet, notre rapport au monde, notre rapport au travail de manière beaucoup plus frontale et fondamentale et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et un peu comme une montagne à gravir. Et cette dissonance cognitive, tu l'as rencontrée aussi au travail, du coup? Le plus souvent au travail. C'est vrai que, alors ne serait-ce que le travail en tant que tel, mais aussi le quotidien au travail, fait qu'à plusieurs moments, je me souviens dans mon activité professionnelle, ces temps d'arrêt en fait devant l'ordinateur ou en pleine discussion, en pleine réunion de travail où de plus en plus je me dis et je suis sûre que je suis pas la seule, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? Et à quoi bon? Et tout ça ne sert à rien et on fait pas ce qu'il faut» et j'ai senti de plus en plus non seulement ces dissonances cognitives, mais avec le côté, panique de plus en plus, où finalement, plus on se rend compte qu'on n'est pas dans le juste et plus on se dit qu'il faut agir et plus on réalise le temps qui passe et le temps perdu et la nécessité de faire autre chose et donc le c'est comme ça que l'angoisse est montée finalement, avec cette sensation que la dissonance cognitive ne porte pas ses fruits et qu'on s'enferme dans quelque chose qui n'est pas dans le juste. Mmh. Ouais. Et tu faisais quoi comme travail à cette époque? J'avais des fonctions commerciales, de responsable de compte, donc en fait, responsable d'un grand compte, donc avec, tout ce que ça engendre comme, mots-clés, comme, comment dirais-je? Objectifs, en termes de chiffres, satisfaction client, voilà, rentabilité, performance, des mots qui de plus en plus, paraissent complètement absurdes et en décalage, encore une fois, avec l'énormité des enjeux. Et un peu cette sensation finalement d'être dans une pièce de théâtre. Je suis en train de me dire que c'est un peu ça en fait, de jouer dans quelque chose, alors qu'en fait dehors il se passe quelque chose de très important et d'être enfermé dans une pièce de théâtre où en fait on joue un rôle, un peu ridicule et à un moment donné, bah, voilà on ne se satisfait plus de ça. Et est-ce que c'est quelque chose dont tu parlais au travail? Est-ce que c'est quelque chose, enfin, voilà, est-ce que ce sentiment, tu l'as partagé? J'ai eu du mal au début, parce que j'ai été élevée un peu dans le fait de ne pas déranger autrui, de ne pas déranger, de ne pas heurter, de ne pas choquer, donc c'est un trait de ma personnalité aujourd'hui. Donc au début, je le disais pas et ça me faisait du mal parce que je voyais des choses, je ressentais des choses et je le gardais pour moi et ça a un peu monté comme dans une cocotte minute et je crois que les premières fois où c'est sorti de manière assez, brutale ou agressive, ce qui n'était pas forcément la bonne manière d'aborder le sujet. Et puis rapidement, j'ai eu la chance de rencontrer une alliée, sur mon lieu de travail, quelqu'un qui était exactement dans le même ressenti, la même conclusion et le fait d'avoir cet allié m'a sauvée, d'une part parce que ça m'a montré que je n'étais pas seule, c'est un premier point très positif et deuxièmement, bah, ensemble on est plus forts et donc on s'est enhardies toutes les 2 à de plus en plus exprimer notre, notre critique vis-à-vis du système et ça a libéré des choses et le discours d'agressif est devenu plus posé et aujourd'hui ça me permet justement d'avoir un discours beaucoup plus, engageant que je ne l'avais à l'époque. Ouais, c'est ça, en fait, un discours agressif, les personnes, elles vont se braquer et donc on va pas réussir à avoir ce dialogue que pourtant on voudrait avoir. Mmh. Mais je me souviens d'une anecdote où je me souviens, on était au mois de décembre, très clairement il faisait très froid. On avait la chance encore qu'à ce moment-là, il faisait encore très, très froid et j'ai un collègue qui se baladait en chemise dans les couloirs. Il est arrivé, il a dit: «Mais vous trouvez pas qu'il fait froid là?» et je lui ai dit: «Mais ben, c'est-à-dire qu'on est en décembre, tu peux mettre un pull» et tout le monde m'a regardée comme si j'avais sorti quelque chose de très, voilà, quand même de très contrariant alors que, bah, quand même quoi. J'étais quand même un petit peu dans le bon sens, voilà. Ouais, complètement, complètement ça me questionne aussi sur, bah, les réactions de ton entourage professionnel à ce moment-là. Ils étaient plutôt, enfin, surpris, que tu leur dis ça? Comment ils réagissaient? Parce que, des fois, on a aussi, bah, la solitude, tu en as parlé, heureusement tu as pu rapidement trouver, une alliée, Mmh. pour te sentir moins seule, mais ben, presque quand on est
les seules personnes à parler d'écologie au travail, ça nous met un peu une étiquette, de l'écolo qui empêche de tourner en rond et cetera. Toi, comment tu l'as vécu ça? Bon, c'est pas forcément très agréable, en tout cas au début, d'autant qu'en effet, au démarrage, la prise de parole est pas très maîtrisée, pas très contrôlée, donc forcément tout ça se construit un peu au fur et à mesure. C'est vrai, je pense qu'il y a une forme d'étiquette. Je sais pas si elle a été réelle ou pas, au travail, mais je soupçonne très fortement que oui. Les réactions, elles étaient à la fois dans le oui, en effet, dans le temps de surprise, mais très rapidement, les gens, au-delà des surprises, réagissent avec, une défense elle-même agressive. Donc en effet, c'est pour ça que les comportements, doivent être un peu plus, dans le discours. Réaction voilà, de défense très fort, de condescendance aussi souvent, d'un air de dire: «Mais tu sais pas de quoi tu parles et laisse les grands, penser à la gestion du monde finalement et donc reste dans ton coin». Donc ouais, défense, condescendance et puis en effet oui, je pense des moqueries, des petites blagounettes quoi et tout ça est vraiment difficile à vivre quand on a vraiment, encore une fois, cette lucidité, sur les choses et ça crée aussi une sorte de gap un peu social parce que plus on se rend compte que les gens en face ne sont pas, à l'écoute, plus on a du mal à s'exprimer, plus du coup la parole risque d'être blessante et c'est en ça où en effet derrière il devient urgent d'agir et de retrouver une autre place, une autre manière de se positionner dans le monde du travail. Mmh. Et ça, du coup, c'est quelque chose que tu as, entre guillemets, «travaillé», essayer de parler de ce sujet-là sans entrer dans cette relation un peu conflictuelle, mais justement pour réussir à sensibiliser, à peut-être faire changer les personnes, au moins se rendre compte. J'ai eu de la chance aussi. C'est vrai que au moment où ça devenait un petit peu difficile, il y a eu une main tendue dans la mesure où il y a eu une opportunité de créer un petit cercle de référents RSE, volontaires, spontanés dans l'entreprise. Donc ça a permis justement de canaliser ça et de commencer à proposer concrètement des solutions. Et le fait de passer à l'action et d'envisager en vrai ce qu'il était possible de faire, ça a permis d'éviter, je pense, des débats un peu plus trash, quoi. Et du coup, tu as eu cette opportunité de travailler dans la RSE et est-ce que tu avais, cette volonté quand même que ton travail, il contribue à résoudre le problème ou tu y pensais pas spécialement? Tu voyais pas le travail comme une manière de contribuer à la transition écologique? Au début, j'y croyais très fort. C'est vrai qu'après la création de ce petit cercle, il y a eu la création d'un poste RSE et je me suis dit: «C'est génial, on est en marche, l'entreprise a compris et on va faire des grandes choses et on va tout changer et on va adresser, le modèle économique de l'entreprise, on va revoir tout ça et on va emmener tout le monde» j'avais beaucoup d'espoir, vraiment j'avais pas tort parce que je pense qu'aujourd'hui, dans nombre d'entreprises, il y a vraiment des postes RSE qui permettent d'adresser ce sujet de cette manière-là. L'entreprise a son rôle à jouer et le rôle est fondamental. Heu, mais j'avoue que oui, j'ai rapidement été déçue par la manière dont justement l'entreprise a misé sur ce poste-là. Parce que ce poste-là, c'est toi qui l'as pris, hein, c'est ça? C'est moi qui l'ai pris, ouais, ouais. Oui. C'est ça, tu as été promue au poste RSE? Oui, j'ai été promue au poste RSE. On a été, sur, l'ensemble de l'entreprise, je pense qu'on a été 2 à candidater, ce qui montre aussi que le sujet n'était pas forcément très sexy à l'époque. Mais je l'ai eu et j'y suis allée avec beaucoup de conviction. C'était très, alors j'ai eu de la chance. C'est vrai que l'entreprise m'a offert, la possibilité de faire ce grand écart, puisque je l'ai fait avec mes convictions pures. Je l'ai pas fait avec une formation, je l'ai pas fait avec une légitimité d'experte. J'y suis allée simplement avec mon envie et ma connaissance de l'entreprise. Donc c'est une chance, mais rapidement j'ai eu envie d'aller au-delà encore de ce type de poste. Qu'est-ce qui pour toi était pas suffisant dans ton poste? Alors est-ce que c'est moi qui avais trop d'ambition? Ou est-ce que de fait le poste, était un demi-poste, en tout cas avec peu d'envergure? Mais quoi qu'il en soit,
Un poste RSE, qui est juste un peu comme la cerise sur le gâteau, ne peut pas répondre à des attentes profondes et notamment répondre aux attentes des éco-anxieux. En fait, le ce des postes qui sont justement un peu pour enjoliver ou pour agrémenter un peu le quotidien et créer des petits ponts vers la responsabilité sociale et environnementale, ça suffit pas. En fait, quand on arrive avec cette vision d'éco-anxieux, on a envie de tout casser, en fait. On a envie de tout changer, on a envie de prendre tous les collaborateurs dans les yeux et de leur dire: On va reprendre à zéro la copie et puis on va revoir toutes nos pratiques». Sauf que, bah, là, l'entreprise, elle a elle-même, ses objectifs, elle a son mode de fonctionnement, elle a tout un agenda à tenir et donc, bah, la RSE, elle arrive par petits bouts, par petits pas et ça va pas, en fait. Donc là, bah, de nouveau, malgré cette chance d'être sur un poste RSE, bah, j'ai ressenti de nouveau cette dissonance cognitive en disant: «Je peux pas me contenter de petites prises de parole ou de petits gestes, qui font joli». En fait, l'heure est grave. Et de ce fait-là, tu as décidé de changer d'emploi, enfin changer de carrière ou d'emploi à nouveau? Ouais, je suis arrivée, à la bascule, bah, proposée par Cyril Dion, celui où il dit que, bah, il faut en effet revoir notre position vis-à-vis du travail. Ça m'a pris 2 ans finalement de faire ce cheminement, mais cette réflexion ne m'a pas quittée, mais il m'a fallu 2 ans pour le mûrir et pour l'emmener jusqu'à sa conclusion, en termes d'action. Donc j'ai quitté l'entreprise où j'étais et bah, j'ai recommencé du début. C'est-à-dire que je me suis dit: «Voilà, Cyril Dion, il me dit qu'il faut travailler, sur la transition, écologique. Bah, qu'est-ce que je sais faire? Comment je peux contribuer? Qui suis-je dans ce grand chantier?» Et donc j'ai repris de 0 et donc j'ai fait un bilan de compétences en arrivant avec cette certitude qu'il fallait que je serve à quelque chose et que mes compétences devaient aller dans un but précis. J'avais beaucoup bah, d'angoisse aussi, parce qu'en fait, je pensais ne servir à rien dans ce chantier-là. Je me suis dit: je ne sais pas planter, de légumes, je ne sais pas, soigner les gens, je ne suis pas ingénieure, dans l'eau, je ne sais pas comment sont gérés les déchets, et je me suis dit: «Il faut que je revoie, mes compétences» et finalement la personne qui m'a fait mon bilan de compétences m'a rassurée en me disant que malgré tout, mes 20 ans dans l'ancien système, pouvaient servir mon ambition, vers le nouveau système. Et donc, j'ai choisi, de suivre son conseil et donc d'aller, bah, de me mettre au service de projets à impact positif, comme on dit. Trop bien. Donc, une transition professionnelle pour tout changer, pour passer du système classique, au système à impact. Et alors, où est-ce que tu as atterri suite à ça? Eh bien, je suis rentrée dans une association qui s'appelle Croisons le fer F-A-I-R-E, dont l'ambition est de, servir dans les Hauts-de-France à essaimer les solutions à impact positif. L'association, elle part du constat que, dans ce grand monde en chamboulement, il y a plein d'initiatives, super chouettes qui naissent, partout dans les localités, les collectivités, dans les quartiers et que, trop souvent, en fait, du même constat, il y a d'autres réflexions qui naissent à 100 kilomètres de là et l'idée, c'était de se dire: «On n'a pas le temps d'avoir les mêmes, chantiers en parallèle. Prenons ce qui marche d'un côté et essaimons-le, mettons-le en face de la même réflexion, ailleurs pour, du coup, bah, gagner en efficacité dans la transition des territoires». Et donc j'y suis allée avec beaucoup d'enthousiasme, d'autant que, bah, ça m'a permis de voir, un autre monde. C'est ça aussi qui est super, dans le fait de changer de boulot, c'est qu'on se rend compte, bah, de toute la richesse, de toute la créativité aujourd'hui de l'être humain, dans la transition et donc bah, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai contribué à ma mesure à mettre en relation, à fluidifier, certaines choses et véritablement on a de quoi espérer quand même quand on voit tout ce qui se passe, aujourd'hui, notamment dans les Hauts-de-France, mais partout ailleurs. Oui, et puis c'est sûr que le monde associatif, ça a dû te changer d'une grande entreprise, classique. Ah bah oui, les mots-clés ne sont pas les mêmes, les réalités, les modes d'influence, le
l'ambition de toute manière n'est pas du tout la même, hein, et donc et même aussi de fait le rapport humain. Donc tout est différent et finalement on réapprend aussi une autre manière de travailler, de contribuer, de s'envisager soi vis-à-vis des autres et ça a été une révélation. Donc je me suis dit à plusieurs reprises que j'aurais dû le faire avant, mais je pense qu'il faut arriver, enfin il faut pas y arriver trop tôt, il faut avoir son propre chemin. L'éco-anxiété, elle est quand même pas sympa à gérer. Pour ceux qui la ressentent, je compatis. Mais il faut en effet la digérer, l'appréhender, avant d'en faire une force et justement d'arriver vers d'autres solutions professionnelles. Et ton parcours, du coup, s'est pas arrêté là parce que maintenant tu travailles chez Énergique. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es passée de Croisons le fer à encore une nouvelle expérience professionnelle? Oh, il y a eu plusieurs raisons. En effet, l'association avait d'autres, comment dirais-je, ambitions et moi j'avais plus forcément grand-chose à apporter donc quoi qu'il en soit, je savais que j'avais, d'autres horizons à aller chercher. Le hasard, le destin, je ne sais pas, a mis devant mes yeux une annonce d'Énergique et quand j'ai vu le projet, les valeurs, je me suis empressée de candidater et comme tu l'as dit en introduction, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'étais très libérée avec, comment dirais-je? Ma manière d'envisager l'entretien et c'est vrai que, bah, je la première phrase que j'ai dite en effet, à la question: «Pourquoi êtes-vous là?» et ben, en effet, j'étais là parce que je suis éco-anxieuse et que j'ai envie de contribuer et que je cherche un moyen de participer à la construction du nouveau monde, en fait. Et ça a été, bah, voilà, le début d'une chouette expérience professionnelle. J'y suis toujours aujourd'hui et j'en suis, vachement contente. En fait, c'est une grande question de se dire: «Mais comment moi je vais contribuer à ce problème?» Souvent, on peut avoir, je crois, ce syndrome de l'imposteur de: «Ben, en fait, je sais rien faire, je suis pas utile dans le monde de l'après peut-être», Mmh. c'est vrai que, ben, quand on a un métier, peut-être un peu de bureau dans le tertiaire, ou même dans une industrie dont on voit pas forcément d'avenir, c'est difficile de s'imaginer dans autre chose. Sachant que l'autre chose, il est encore, indéfini. On sait juste C'est que vrai. le système actuel ne va pas durer, mais on sait pas où on va, donc c'est une immense carte blanche. C'est à la fois extrêmement, angoissant, mais c'est aussi, quelque part hyper enthousiasmant de se dire que tout est à revoir, donc voilà, donc c'est un peu la grande aventure et finalement, c'est une chance finalement de se reconsidérer et de revoir tous les critères qui nous ont été inculqués, à l'école ou en tout cas au début de notre carrière professionnelle. Je pense que je suis pas la seule, à avoir grandi avec, il faut avoir un travail, et puis c'est bien d'avoir un statut social et puis, le salaire c'est important et puis, tous ces critères qui font qu'on pense que certaines choses sont importantes alors qu'en fait elles le sont pas du tout. Il faut une déconstruction de tous ces éléments-là pour envisager une carrière professionnelle, alignée et heureuse. Toi, tu es passée par ce travail de déconstruction? Ouais. Vraiment, ça a commencé avec le bilan de compétences. Ça a permis de faire émerger, pas mal de choses et je pense que entre le moment où j'ai fait le bilan de compétences et les premiers pas dans l'association, donc finalement mes premiers pas dans ma deuxième partie de carrière professionnelle, j'ai pris énormément d'assurance et j'ai lâché prise et maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise pour dire les choses, pour dire ce que je ressens. Je me sens plus du tout en dissonance dans la mesure où j'ai compris, en fait, qu'il y avait un grand écart qui était pas, réconciliable et donc aujourd'hui je sais où je vais, je sais à quoi je sers, je sais pourquoi je le fais et une fois qu'on a un peu réconcilié tout ça, bah, quel soulagement, quoi. Ce que tu partages, moi, je trouve ça très inspirant pour des personnes qui se retrouveraient dans ton témoignage et qui se disent: «Ben ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire une transition professionnelle parce que là, je me sens pas bien, dans dans la carrière dans laquelle je suis». Est-ce que tu peux partager peut-être les défis que tu as rencontrés pour, montrer, voilà, à quoi s'attendre, mais aussi les bénéfices et pour, avoir également en tête un peu la carotte, le truc qui dit: «Bon OK, peut-être que ça sera un petit peu dur sur le coup, mais après je vais arriver à ça».
Bah, alors les bénéfices, je les ai un petit peu déjà, évoqués, à savoir cette sensation d'être, complètement aligné et de plus avoir à pédaler dans des sens, contraires et contradictoires. Les bénéfices, ils sont aussi dans les gens qu'on côtoie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un monde qui est en marche, qui est pas le monde de l'économie classique, mais il y a tout un monde de l'économie sociale et solidaire qui est de plus en plus vaste, de plus en plus grand, des gens qui sont hyper inspirants. Quand on les regarde et quand on les suit, on sait qu'on est du bon côté de l'histoire. Et la bonne nouvelle aussi, quand on cherche une reconversion, c'est qu'en fait, il y a plein de modèles et il y a, je pense aujourd'hui, plein d'opportunités. Il y a beaucoup d'entreprises qui se créent, d'associations. Il y a vraiment moyen aujourd'hui, d'y aller, beaucoup plus sereinement qu'il y a encore, 5 ans, je pense. Il y a des défricheurs et si on se sent pas très à l'aise et ben, c'est pas grave, on peut suivre les défricheurs et se mettre, dans leur sillon. Et il suffit de regarder un petit peu, il y a beaucoup de forums, il y a des rencontres, dans les territoires, on peut rencontrer les réseaux des fresqueurs, des shifters, tous les réseaux d'automne. Ce sont des gens qui eux-mêmes sont dans des situations professionnelles et qui peuvent aussi nous aiguiller. On a un réseau très vivant, très enthousiasmant. Si on tend la main et si on montre en fait une volonté d'intégrer ce réseau-là, il y a plein de belles choses à en attendre. Trop bien. Et après, peut-être des difficultés auxquelles il faut s'attendre. Moi, j'imagine que une reconversion, c'est plein de questions qu'on résout pas du jour au lendemain. Oui, c'est sûr que c'est pas évident parce que, bah, en effet, il y a aussi le contexte personnel. Est-ce que la famille, suit, déjà la volonté de reconversion? Est-ce qu'on s'est déjà, expliqué à son conjoint, à sa famille proche dans quelle démarche on est? Il y a, encore une fois, la nécessité de revoir ce qu'on appelle les fameux critères de réussite. Donc il faut s'attendre aussi aux réflexions des gens, parce qu'on baisse en niveau de salaire, parce qu'on n'a pas, le poste de responsable je ne sais quoi, qui va bien sur un CV. En fait, c'est aussi le sujet de reconnaissance sociale qu'il faut laisser tomber, en fait. Il faut faire confiance à ses convictions. Et les difficultés, bah, c'est que on est à cheval entre un ancien monde avec, des recruteurs, avec des codes qui sont encore très prégnants. Bah, il faut savoir s'affirmer et puis, aller rencontrer les bonnes personnes, en fait. Je pense que du coup, la vraie difficulté, c'est justement de savoir s'orienter et de trouver dans tout ce réseau complexe, il faut trouver là où les bonnes personnes, qui vont être capables d'entendre et d'orienter dans la bonne direction. Merci beaucoup. Je pense que ce sera de très bons conseils pour les personnes qui nous écoutent. On compare souvent l'éco-anxiété à un deuil où il faudrait d'abord accepter l'effondrement et après ça va mieux. Même si ça nous rendra toujours triste, on n'avance plus avec cette boule dans la gorge et cette tristesse en toile de fond parce que voilà, la joie, la vie, l'enthousiasme reviennent. Est-ce que pour toi ça a suivi aussi ce cheminement-là? Est-ce que l'éco-anxiété, elle disparaît à certains moments de ta vie? Est-ce qu'elle revient ou est-ce que une fois que c'est parti, c'est parti? Alors, je me reconnais un peu dans ce que tu dis, dans la mesure où après la fameuse claque, je revois ce week-end où j'avais l'impression que le monde était devenu, tout noir, où j'allais pas m'en sortir. Évidemment, j'en suis sortie et heureusement. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans lesquelles je me sens heureuse et je ressens de la joie et en effet le partage avec, les autres personnes engagées est une vraie source de joie et d'enthousiasme. Néanmoins, je pense que j'ai perdu une forme de légèreté. Je ris, j'ai des vrais moments de satisfaction, mais j'ai vraiment l'impression d'être, malgré tout, d'être passée de l'autre côté d'un rideau où pour reprendre l'analogie, je l'ai revu enfin je l'ai ressenti et je l'ai revu il y a pas longtemps sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est un peu le syndrome Matrix, où on vit dans une illusion et à partir du moment où on est passé de l'autre côté, où on voit tous les travers, l'arrière-cour en fait de tout ce qui se passe, bah, il y a quelque chose qui est changé, fondamentalement. Maintenant, encore une fois, l'avenir qui s'annonce, si on saisit notre chance de revoir notre relation au monde, notre relation aux autres, il peut en sortir des choses extraordinaires. Et c'est pour ça que l'éco-anxiété, c'est une sorte de sentiment, on a l'impression que tout s'arrête, mais c'est parce que justement tout s'arrête que tout peut recommencer. Et on a vraiment l'opportunité entre nos mains d'écrire quelque chose de très grand
et ça sera peut-être quelque chose dont on sera très, très fiers dans quelques années en se disant: On a fait partie de ça. On a fait partie de cette grande aventure et on a été capable de transformer l'humain. C'est un autre sentiment en fait qui a remplacé, ce que j'étais avant. Ouais, j'entends beaucoup beaucoup d'espoir dans ce que tu dis et ça fait plaisir. Vous pouvez peut-être que vous pensiez que parler d'éco-anxiété, c'était triste, mais en fait, moi, j'entends beaucoup de notes positives depuis qu'on discute, tout Bah, il faut. Il faut de toute manière, ouais. ouais. Et alors, quand on parle d'éco-anxiété, souvent les conseils qu'on peut trouver, pour, ben, voilà, se sortir un peu de ce sentiment, qui est pas très agréable, c'est, il faut passer à l'action. Il faut sortir de sa tête et faire, contribuer à résoudre le problème. Mmh. Toi, est-ce que, c'est quelque chose un moment tu t'es dit: «OK, j'y vais, je réfléchis plus, je sais que c'est ça qu'il faut faire et je fonce». Parfois, on dit aussi qu'on peut canaliser sa colère pour passer à l'action. Toi, voilà, est-ce que la colère, ça a été une bonne conseillère? Est-ce que ne plus réfléchir et agir, ça a été utile pour toi? Ou est-ce que tu es pas passé par là? La colère, j'en ai ressenti beaucoup. Je me suis beaucoup reconnue dans le fameux discours de Greta, avec sa colère froide et sourde, face à tous les responsables, donc j'en ai ressenti beaucoup. J'ai pas réussi à la canaliser cette colère, j elle s'est trop souvent, retournée contre moi. Je l'ai beaucoup trop intériorisée et elle a fini par me faire du mal, et c'est pour ça que finalement je me laisse driver davantage par l'admiration. Au contraire, je vais chercher les gens qui bougent, qui innovent, qui sont des leaders aujourd'hui, dans la transition, il y en a beaucoup, et ce sont ces gens-là, au contraire, qui me motivent. Je suis groupie de tu vois, de Camille Etienne, notamment, mais il y en a tellement d'autres, en fait, et ces gens-là sont capables d'inspirer énormément, donc c'est pas tant la colère qui me drive que cette admiration éperdue envers ces gens qui sont capables de saisir du sujet et d'en faire quelque chose. Et c'est vrai que l'action, et ben, en effet, finalement, c'est sans réfléchir. On se met à l'action, une fois qu'on a compris qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et l'action, c'est en effet dans le boulot, mais ça peut se faire avec du bénévolat, en association, parce que simplement rencontrer les gens, c'est aussi une source de réconfort et de richesse. C'est se mettre au service de la transition avec, la fresque du climat ou d'autres types de fresques. C'est apprendre, c'est peut-être aussi intervenir dans des forums et peut-être, enfin dans des forums, dans des modules de formation, devenir un expert pour se dire qu'à un moment donné, on va pouvoir, transmettre, cette connaissance à d'autres personnes. La mise en action, elle se fait toute seule, et on se découvre en fait beaucoup de ressources. C'est étonnant à quel point on pense, moi j'ai au-dessus de la quarantaine, où on pense, bah, qu'on est arrivé, de manière un peu plan-plan, à une maturité professionnelle. Ben, pas du tout. En fait, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 20 ans parce que, je revis un peu mon parcours, je recommence à zéro, et je me sens vachement plus, en énergie qu'il y a 10 ans. Trop bien. Aujourd'hui, du coup, tu ressens toujours ce sentiment d'éco-anxiété? Même si voilà, maintenant tu te sens alignée dans ton travail, dans tes actions personnelles? Ouais, elle est toujours là. Elle est toujours un peu tapie, alors je sais pas si, elle est ouais, c'est un peu comme un quelque chose que j'ai réussi à dompter, qui fait partie de moi, donc c'est ouais, elle est toujours là. C'est peut-être qu'il faut que j'en fasse une amie, ou en tout cas une colocataire, dont je ne peux pas me passer. Oui, oui, je vais pas m'en débarrasser, mais je l'aime bien quand même, parce que même si encore de temps en temps elle me elle me fait souffrir, en tout cas, c'est grâce à elle, que j'avance, et pour ça, je lui en suis reconnaissante. C'est vrai que tu aurais probablement pas eu cette, ben, nouvelle voie professionnelle, sans ça, finalement. Bah, j'aurais peut-être raté ma vie, tout simplement. Faut savoir aussi faire d'une expérience contrariante une chance, et je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui. Je voudrais être nulle part ailleurs, en fait. Et est-ce que pour des personnes qui, ont pas encore réussi à faire de l'éco-anxiété leur amie, tu aurais des conseils à leur donner pour, réussir à en sortir un petit peu dans les moments où ça va pas trop? Moi, alors je pense qu'il y a plein de conseils à donner là-dessus. Moi, j'essaye quand même de rester consciente, mais de pas trop lire. Il faut pas s'enfermer et tourner en boucle sur des lectures, sur des articles, et passer, sa journée à se rendre compte à quel point la situation est désespérante. Je pense qu'il faut savoir aussi débrancher et se réconcilier avec, la beauté des choses.
C'est regarder la nature, c'est lire un beau livre, c'est aller au musée pour voir, ce que le génie humain a été capable de créer. En fait, si on se bat aujourd'hui, c'est finalement pour sauver l'humanité. Enfin, ça paraît un peu grandiloquent, mais c'est ça. Et pour avoir envie de se battre, bah, il faut aussi regarder en quoi l'humain est beau. Et ça permet aussi de voilà, d'aller nouer des dialogues et tout. Enfin bref, moi, mon conseil, ça serait de se dire: «Oui, en effet, c'est pas simple ce qui se passe, mais chacun, individuellement, on va pas sauver le monde. C'est tous ensemble qu'on va réussir à le faire, donc chacun a ses responsabilités, mais autorisez-vous à souffler, à couper et à regarder, ce qui est beau, quoi». J'ai pas envie de poser d'autres questions parce que c'était vraiment très beau ce que tu as dit. Tant mieux. En plus, j'avais une question qui était un peu moins positive, mais c'est quelque chose dont tu m'as parlé et tu voulais qu'on en parle aussi. C'est la charge mentale. Tu me disais Mmh. que quand on ressent de l'éco-anxiété, on a une charge mentale qui est accrue. Comment Mmh. tu expliques ça? Ben, en fait, je me remets, en fait, dans la peau d'une personne, je sais pas comment dire, normale, il y a une dizaine d'années. Et ben, la charge mentale, elle est faite du quotidien, donc ben, le qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et puis au boulot, j'ai une réunion et puis il faut que j'aille chercher, les enfants à l'école. Enfin voilà, c'est le quotidien plus les objectifs professionnels, plus potentiellement la famille et tout. Le fait de penser, heu, aux enjeux environnementaux, ça vient prendre autant de place que le reste. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'un éco-anxieux, il a son cerveau qui fonctionne à 200 tout le temps. Et en fait, en menant de front ce quotidien qui est toujours présent, donc pro et perso, et ben, il doit lui-même être en train de processer, les informations, qui lui arrivent. Et je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, émotionnelle chez les personnes éco-anxieuses. S'il y a des DRH qui m'entendent, c'est vraiment pas à négliger parce qu'en fait, on a le cerveau, je pense, à des moments sature. Et c'est très complexe à gérer. En fait, le cerveau a beaucoup de mal à débrancher. Il est constamment, en train de jongler entre, les glaciers qui fondent qu'est-ce qu'on mange demain? Est-ce qu'on va avoir de l'eau, dans 5 ans? Et finalement, dans quelle école, je mets mes enfants? Mon chef m'a mal parlé et en même temps, bah, il y a plus d'abeilles. Enfin, c'est une espèce de cacophonie, qui peut, je pense, engager beaucoup de détresse. Donc aidez les éco-anxieux autour de vous parce que je pense qu'ils sont pas détendus. Alors comment on détend un éco-anxieux Ah, ou une comment on détend? éco-anxieuse? Ben, bah, alors déjà, en étant dans une écoute, positive, en ne le critiquant pas ou en ne moquant pas, ce qui lui arrive parce que vraiment c'est pas rigolo. Et puis en effet, peut-être en l'aidant, si possible, à trouver un 1er pas à faire dans l'action. S'il n'a pas encore trouvé un moyen de s'accomplir, et ben, lui trouver un moyen de faire un premier geste ou de le mettre en relation avec des personnes qui pourront ressentir la même chose, qu'elle ou que lui. Comment on peut l'aider? Aussi, bah, je pense aussi à se réjouir des choses simples. L'éco-anxieux, il va pas se récompenser avec un gros cadeau ou avec un gros voyage évidemment. L'éco-anxieux, je pense qu'il va se satisfaire d'un moment simple, entre amis. Il va se satisfaire je sais pas, un film, aller voir au cinéma, encore une fois qui va le réconcilier avec ce que l'humanité peut apporter de beau, enfin un truc vraiment, une infusion chaude, enfin quelque chose de vraiment qui le recentre sur lui et qui peut lui dire que finalement, ça peut aller bien, quoi. Ce sont des conseils bien notés de mon côté. Mmh. Est-ce que, du coup, toi, pour la suite, il y a des choses que tu envisages à l'avenir, peut-être pour être plus aligné avec tes valeurs ou... Moi, j'ai l'impression que l'écologie, c'est un peu des paliers. En fait, on apprend des choses, on change des choses dans notre vie personnelle ou professionnelle. Et puis ensuite, on était bien et à un moment, bah, c'est plus suffisant et il faut qu'on aille plus loin. Donc je sais pas si tu ressens déjà ça ou si peut-être c'est trop tôt, mais si c'est pas trop tôt, est-ce qu'il y a déjà des choses où tu te dis: «Bon, bah, la suite pour moi, ce sera ça»?
Ma Cassandre, c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment cette histoire de palier où en fait on comprend, on s'ajuste, on trouve un équilibre et puis finalement on comprend que le chemin continue parce qu'on a ouvert les yeux sur autre chose ou parce qu'on a pris confiance et donc on passe sur l'autre palier et c'est le côté, super enthousiasmant, c'est qu'en effet le chemin ne s'arrête pas là. Donc ça c'est vraiment, enfin, c'est vraiment incroyable de se dire que moi je ne sais pas du tout où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans et c'est vraiment bien. Pour moi, l'objectif ultime, c'est, comme beaucoup, je pense, le retour à la terre. Le fait de se dire que finalement, il va falloir prendre soin de la terre telle qu'elle est et revenir à des choses beaucoup plus concrètes. Parce qu'en effet, le système va pas être capable de perdurer comme ça longtemps. Est-ce que je le ferai, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Est-ce que je le ferai tout court? Je sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est quelque part dans un coin de ma tête, un peu comme une petite étoile à suivre. Je conseille aussi beaucoup de gens, d'aller voir, Hélène Grosbois. C'est quelqu'un que je suis passionnément, sur internet. C'est une jeune femme qui a son franc-parler, mais ça a le mérite aussi de dire les choses et elle dit exactement ça en fait, que finalement la seule manière d'agir très concrètement et très utilement, bah, c'est d'avoir une petite ferme quelque part et de prendre soin de mère nature. Ouais, remettre les mains, dans la terre. Trop bien et bah, Exactement. merci aussi pour la recommandation. Moi, je ne connaissais pas Hélène Grosbois. Mmh. Alors on arrive à la fin de notre entretien. Tu nous as déjà donné énormément de conseils et de bonnes idées, mais j'ai quand même envie de te demander, voilà, en conclusion, en dernière question, s'il y a des personnes qui se retrouvent dans ton parcours ou dans les émotions que tu as décrites, quels conseils tu voudrais leur donner? De ne pas avoir, peur de s'exprimer parce que, on est du bon côté de l'histoire. On a compris ce qui se passait, on n'est pas dans un délire. Si on est éco-anxieux, c'est qu'on a compris quelque chose, donc ne nous mettons pas de barrières, exprimons-nous sans agressivité et je pense qu'il s'agit aussi de tendre la main aux gens qui n'ont pas compris. Mais voilà, il faut perdons toute pudeur et allons de l'avant. Super. Eh ben, merci infiniment pour ton témoignage, pour tous ces bons conseils et pour toutes les notes d'espoir et d'enthousiasme aussi que tu nous as partagées. Merci Cassandre, c'était un plaisir. Je ne sais pas comment vous avez vécu cet épisode. N'hésitez pas à venir me le raconter en commentaire ou sur les réseaux sociaux d'Écolo au boulot d'ailleurs. Mais moi, j'ai l'impression que Charlotte a vraiment utilisé cette émotion désagréable, l'éco-anxiété, comme un messager, comme une boussole pour trouver sa place et être alignée. Et c'est ce que j'ai aimé dans cet échange. Il n'y a pas de fatalité. Le but, ce n'est pas d'éteindre à tout jamais l'éco-anxiété. A priori, tant que notre environnement sera menacé, elle sera présente. Mais on peut en apaiser les symptômes. Par le partage, par exemple, notamment avec d'autres personnes engagées, et en passant à l'action. Peut-être que ça fera changer votre vie professionnelle, peut-être pas. En tout cas, rappelez-vous que l'éco-anxiété vous fait un cadeau en vous aidant à trouver votre place. Une place pleine de sens. Alors je ne vous laisse pas sans mes 3 conseils pour passer à l'action au niveau qui vous convient. Premier conseil à votre niveau individuel, si vous ressentez de l'éco-anxiété au travail, et bien surtout parlez-en. Que ce soit en interne ou en externe, ne restez pas seul. Sur Écolo au boulot, on a une communauté pour échanger et s'encourager à passer à l'action d'ailleurs. Si ça vous intéresse, je vous invite à participer à un des prochains ateliers en ligne. Il y en a un par mois. Inscrivez-vous à la newsletter pour être informé. Le lien est dans la description de cet épisode. Numéro 2, un niveau plus collectif, entre collègues, créer des groupes d'échange sur le sujet. Ça peut être des pauses café entre personnes engagées pour parler de ce qui vous inspire, ou un espace de discussion en ligne sur le réseau social d'entreprise. Le but, c'est que personne ne se sente isolé face à ce sujet et trouve un espace pour venir en parler. Et numéro 3, au niveau de toute l'entreprise, prenez ce sujet en compte. L'éco-anxiété est considérée comme un risque psychosocial. Donc, vous pouvez mettre en place des formations autour des sujets climatiques et environnementaux. Déjà, ça aidera les éco-anxieux à se sentir compris par leurs collègues et ils pourront mieux formuler leurs inquiétudes. Vous pouvez aussi mettre en place des programmes de référents environnement, éco-leaders, équipe verte, ambassadeurs RSE. Enfin, vous voyez l'idée. Ça créera un espace d'échange et d'action. À ce titre, la Fondation Jean Jaurès a produit une étude en début de l'année 2024 pour comprendre ce phénomène au travail et je vous encourage à la consulter. Ça s'appelle Accompagner l'éco-anxiété à l'école et au travail.
Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!